Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Afrique et radicalité religieuse au pluriel, c'est le thème du colloque qui démarre aujourd'hui et qui se tient jusqu'à demain à la Bibliothèque nationale du Royaume à Rabat. Des chercheurs venus de 12 pays du continent et issus de plusieurs disciplines allant de l'histoire à la sociologie en passant par l'anthropologie vont se réunir pour croiser leurs recherches et leurs analyses sur les phénomènes de la violence extrémiste à l'échelle du continent africain. Pour nous parler ce matin de cette grande rencontre, nous accueillons ce matin Sophie Bava. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes socio-anthropologue, vous êtes chercheur à l'IRD, à l'Institut de recherche en développement, et vous êtes actuellement accueilli à l'Université internationale de Rabat. Alors, je le disais tout à l'heure, radicalité c'est au pluriel. Afrique, vous avez aussi mis un S entre parenthèses dans le titre. Alors, pourquoi ce pluriel? Est-ce qu'on va parler de toutes les radicalités et lesquelles? Parce qu'on a tendance à penser instinctivement à la radicalité islamique ou islamiste. Donc pourquoi ce pluriel d'emblée? Alors, bon, d'abord, je voulais préciser aussi que ce colloque qui se tiendra à la Bibliothèque nationale est organisé par l'Université internationale de Rabat, l'IRD, mais aussi l'Institut Al-Mouafaka et l'Université catholique d'Afrique centrale. Donc, ce sont les 4 organisateurs principaux. Et pourquoi Afrique au pluriel? Alors, d'abord, Afrique, c'est vrai on a un grand continent, on a 55 pays. Bien sûr, on n'a qu'un continent, on n'en a pas plusieurs. On peut dire aussi que l'Afrique est mondialisée, c'est que l'Afrique, il y a des Afriques aussi, à travers les gens qui ont circulé. Mais Afrique au pluriel, parce que si le continent est un, les imaginaires sont différents et l'histoire de chaque partie et des influences de chaque partie de l'Afrique est différente. Il y a des aires culturelles qui se sont créées, des aires aussi culturelles liées à des langues. Et il y a des pays sous influence, dont on sait des influences qui ont été coloniales, des influences diverses. Alors on entend parler souvent d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique subsaharienne. On a entendu parler pendant très longtemps d'Afrique noire, etc. Nous, cette Afrique, elle est une pour nous. Et on la met au pluriel parce qu'elle comporte évidemment beaucoup d'identités différentes. Donc on va accueillir dans ce colloque une vingtaine de personnes et une dizaine de pays représentés à l'intérieur de l'Afrique, mais aussi des gens qui nous parleront de l'Afrique en venant aussi d'autres continents. Radicalité au pluriel, tout simplement parce qu'on aborde aussi, et la volonté qu'on avait au départ quand on a construit ce colloque, c'était justement de sortir un petit peu de cette idée de toujours mettre ensemble radicalité, islam, terrorisme, etc. Et de repartir sur le fait que la radicalité des textes est quelque chose qui existe dans toutes les religions. Et dans ce colloque, principalement, parleront des spécialistes de l'Afrique, mais des religions chrétiennes et musulmanes. Et c'est pour ça que vous avez choisi radicalité plutôt que radicalisation ou radicalisme en Afrique? Oui, parce que c'est la radicalité vue à travers plusieurs supports, qui vont être les textes, les médias, qui vont être intrinsèques aussi aux religions elles-mêmes, mais aussi dans la manière dont elles sont traitées dans les sociétés, etc. La radicalisation, c'est plus un processus dont on parle actuellement. Alors, il y a un atelier dans le programme qui est consacré aux formes de radicalité religieuse à travers l'histoire. Alors, est-ce que la radicalité aujourd'hui, ou les radicalités, pardon, aujourd'hui, ont changé par rapport à celles d'avant? Et si oui, en quoi? En quelque sorte, ce qu'on voit en travaillant sur les religions sur un long terme, on s'aperçoit que ces phénomènes se rapprochent de plus en plus des individus. C'est-à-dire qu'on était dans une logique où les mouvements radicaux étaient souvent des mouvements politiques aussi, religieux et politiques, et qui affirmaient donc de manière idéologique certaines réformes. C'était des mouvements de masse, vous voulez dire? Non, mais peut-être des mouvements où on voyait plus le leadership plutôt que la base. Aujourd'hui, on a l'impression que cette question de la radicalité, elle vient au plus près des croyants. Elle redescend, elle passe par d'autres réseaux pour arriver aujourd'hui peut-être dans la moindre petite église ou dans la moindre petite mosquée à l'intérieur du continent. On fait parler le texte autrement, on le fait parler à travers certains messages qui sont peut-être plus radicaux
que ce que ça a pu être à un moment donné. Alors justement, il y a un autre atelier sur la radicalité du discours, mais est-ce que cette interprétation radicale ou radicalisée des textes est nouvelle, ou est-ce qu'elle a toujours existé, puisque les textes n'ont pas changé? Donc si on peut les interpréter de manière radicale aujourd'hui, on a tout aussi bien pu les interpréter de manière radicale par le passé. Donc est-ce que c'est cette interprétation qui est nouvelle aujourd'hui, ou est-ce que c'est le fait que le contexte, et non pas le texte, a changé, et que donc cette violence peut plus facilement s'exprimer? Oui, les textes parlent que par leur interprète. Donc effectivement, il y a eu différentes périodes à l'intérieur des, historiquement, à l'intérieur du christianisme ou à l'intérieur de l'islam, il y a eu des manières d'utiliser des textes qui ont des fois aussi été plus radicales que d'autres. Ce qui a changé, je dirais, c'est pas tant c'est plus. Vous avez dit le contexte. Alors, le contexte aujourd'hui des sociétés dans lesquelles on est, le contexte politique effectivement qui a changé, mais aussi un contexte de mondialisation qui fait qu'il y a beaucoup de phénomènes d'imitation religieuse aussi. Ce qu'on remarque aussi, c'est que cette manière de faire parler des textes va se retrouver aussi bien dans l'islam et le christianisme, pas seulement en référence à l'histoire, mais en référence aussi à ce qui se fait aujourd'hui dans les prêches. Dans les prêches, ce qu'on peut retrouver ou dans les mosquées ou dans certaines églises aujourd'hui, pas dans la totalité, mais dans certains mouvements, c'est des phénomènes d'imitation qu'on a vus entre les églises évangéliques et aujourd'hui à l'intérieur de certaines mosquées. Donc une manière de parler, une manière peut-être d'affirmer aussi, une manière plus dogmatique de donner plus des consignes plutôt que de donner plus à réfléchir. Et c'est quelque chose qu'on observe actuellement dans le champ religieux. À savoir, est-ce que dans l'histoire, il y a eu, est-ce qu'on peut montrer que dans l'histoire, il y a eu une manière de travailler les textes qui était aussi, qui pouvait être assez dogmatique? Oui, sûrement, et je pense que les intervenants dans l'atelier nous en parleront. Mais après, il y a la manière dont ça se fait aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, au plus près des gens, et dans une forme d'enseignement, une forme de transmission qui n'est plus la même en fait, une transmission qui passe dans un rapport à la consigne, peut-être plus que dans le rapport au doute et à la réflexion. Cette imitation, elle s'explique comment? Ce désir, en tous les cas, d'imitation et d'un vocabulaire très dogmatique et de positions très dogmatiques prêtes à consommer, si je comprends bien pour les gens. Est-ce que ça vient de la circulation des personnes à travers le continent? Est-ce que ça vient aussi de la circulation des idées? Parce que là aussi, les sociétés ont changé. Oui, il y a des méthodes qui passent à travers les circulations des gens. Il y a aussi l'information qui circule. Les deux vont ensemble. Mais l'impact des réseaux sociaux, on le connaît. L'impact après des prêcheurs eux-mêmes, on est souvent, je pense aussi, assez connecté à l'Europe. Et on dirait que c'est pas dans les mosquées que se diffuse ce genre de messages, etc. C'est moins le cas en Afrique. Il y a moins ce contrôle aussi d'une société laïcisée derrière, sécularisée. Donc effectivement, on est moins là-dedans. Et effectivement, c'est le message aussi qui passe par les personnes. On peut pas. Il y a plus de proximité. Oui, je pense que là, on peut pas, on peut pas. Je sais pas si on dit minoriser ou minorer en tout cas, ou minimiser ou minorer, mais pas les deux. On peut pas minorer l'impact que les personnes puissent avoir dans leur circulation sur les publics, sur les audiences qu'elles rencontrent. Cet aspect, ce côté un peu catharsis, ce côté où on va ensemble prier aussi et suivre un message et suivre une personne, oui, ça a effectivement un effet énorme. Alors, est-ce que le rapport au religieux ou à la religion dans ces sociétés africaines a changé? Dans quel sens? Et puis surtout, parce que c'est aussi une des dernières questions qui sera abordée, comment ces sociétés peuvent faire face à ces phénomènes de radicalité? Il y a eu énormément de circulation qui est due, donc pour continuer sur la question des circulations et pour aborder les sociétés, beaucoup d'étudiants qui ont été formés dans le monde arabe, donc dans les universités d'Al-Azhar, de Médine, et qui reviennent dans leur pays et qui reviennent avec aussi pas seulement un nouveau message, mais qui reviennent avec une volonté de faire connaître aussi ce qu'ils ont appris, mais surtout qui se retrouvent dans leur pays complètement mis à l'écart. Je parle des sociétés surtout d'Afrique subsaharienne, c'est celle que je connais le mieux,
où il y a peu de métiers pour les gens qui ont étudié dans le monde arabe. Donc ils arrivent avec cette connaissance, ce savoir religieux, et derrière il y a peu de débouchés. Donc effectivement, il va naître aussi cette volonté de faire connaître, et de faire connaître des fois par des moyens qui sont peut-être, j'allais dire plutôt non officiels, parce que ça passerait pas sinon, mais aussi par d'autres réseaux, effectivement, de faire connaître des mouvements qui vont les accaparer, des personnes qu'ils ont rencontrées, des messages qui vont être transmis. Alors c'est quoi la solution? De proposer des formations locales? Alors, la question de la formation et de l'enseignement du religieux, c'est vrai que ça reste une des questions les plus intéressantes aujourd'hui, je pense, sur le front. On verra ce qui sera abordé dans le colloque. Je pense qu'il y a d'autres... cette question-là va être abordée. Il y a d'autres initiatives qui existent aussi, effectivement, celle de parler, de faire se rencontrer les acteurs religieux ensemble et d'évoquer ensemble des programmes vis-à-vis de la population. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'on est vraiment dans cette logique-là où il faut parler, il faut se rencontrer, il faut mettre en place un enseignement religieux sans rejeter, quand on est dans des sociétés sécularisées comme le Sénégal, sans rejeter en bloc l'enseignement religieux, c'est-à-dire il y a un système qui existe, le système franco-arabe qui existe et qui peut être un des moyens aussi. Et c'est en donnant aussi des équivalences qui puissent permettre de faire des passerelles entre l'enseignement religieux et l'enseignement classique. Parfait, merci. Alors tout un programme avec beaucoup de questions donc à aborder, les informations pratiques aujourd'hui et demain, de quelle heure à quelle heure? Alors ce sera un départ, on va dire, l'ouverture qui est vers 9h, 9h30. La première journée qui se termine vers 17h et le lendemain à peu près les mêmes horaires, 9h, 9h30 et 17h. Et voilà, à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Merci beaucoup. Vous savez maintenant où aller si vous souhaitez vous instruire un petit peu plus sur les radicalités en Afrique. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Bonne journée à tous.